cadre-là, je travaille dessus depuis un quart de siècle. Il est considéré comme, ce qui a fait ma reconnaissance internationale, c'est quelque chose qui est vraiment disruptif, comme vous allez le voir. Et le mot disruptif, je ne l'utilise pas comme celui qu'utilise Macron. Pour moi, il faut que ce soit innovant, utilisable et utilisé. Un quart de siècle plus tard, ce cadre-là est utilisé par la communauté internationale. Voilà. Ça, c'est l'indicateur le plus important. Acheter l'indice sage et tout ça c'est bruité. On en parlera avec Abdelmajid pour le petit café. Bon, voilà. J'associe les deux de mes doctorants sur la première partie. Donc, la première partie, ça va être dédié à la résolution de problèmes justement d'interaction contactante, mais où je vais à l'ordre du micro et du nano. La physique, justement, il faut hésiter. Moi qui suis mathématicien appliqué, justement, je suis transformé par la sciences de l'ingénieur en quelqu'un qui déborde un peu tout ça et qui regarde ensemble les disciplines. Voilà. Je suis parfaitement multidisciplinaire. En tout cas, mon aspiration est celle-là, et je continue à progresser. J'appartiens à un laboratoire maintenant de mécanique de Paris-Saclay, qui est le regroupement de mon ancien laboratoire de MSSMAT, de Centrale Paris de Voix, Centrale Sud-Est. Depuis 2021, on est dans ce grand campus fait par les vœux de l'ancien président qui a fait toute l'excellence, dont le campus parisien. Et ça, c'est le développement dont parlait aussi la Brigitte tout à l'heure. Donc maintenant, on est avec l'école normale supérieure de Paris-Saclay, dans le même laboratoire, le laboratoire de mécanique de Paris-Saclay. Voilà. Donc voilà, je vais parler de ces contacts-là et je vais. Voilà, le plan de mon intervention. D'abord l'introduction motivante, une formulation d'une classe qui est basée sur le potentiel physique de Lennart Jones pour les contacts, pour les preuves de contact. Après, je vais vous montrer quelles sont les difficultés nouvelles par rapport au contact macro, qui est par exemple. Et puis ensuite, je passerai à comment résoudre ces problèmes qui sont devenus complexes. Et pour moi, encore une fois, la complexité, c'est celle de gérer des échelles physiques différentes. D'accord? C'est-à-dire que où on est obligé, pour une problématique globale, de partir du macro à l'échelle de l'avion et descendre jusqu'à l'atome et voir l'électronique. Voilà. C'est ça mes aspirations, en tout cas, c'est ça qui me motive. Et puis, bon, je vous dirai comment on va résoudre toutes les difficultés nouvelles par rapport au contact classique, macro. Et puis, je vous dirai pourquoi, avec quel outil, quel nouvel outil on a travaillé. Et puis, bon, je vous montrerai quelques exemples pour ça. Et je terminerai, si j'ai le temps. Malheureusement, j'ai mangé beaucoup de temps, je suis vraiment désolé, je voulais faire un essai préalable à la présentation, pas pu le faire. Parce que dans la dernière partie, je vais parler vraiment de la collaboration, même de code numérique, même de tout ce qu'on veut, à condition de comprendre, de savoir comment faire l'association, comment faire le dialogue. Voilà ce que le contact micro, qu'est-ce qui doit changer le contact micro par rapport au macro. Si on regarde le diagonale où j'ai mis des figures, vous voyez que l'humain a rencontré des problématiques de contact très tôt. Pour pointer, c'est ça, voilà. Vous voyez le bonhomme, la barbu en bas, là, puis après on voit un tableau de Léonard de Vinci, dessiné par Leonardo. Et vous continuez la diagonale de pouvoir arriver
Vous voyez le contact de Hertz en bas, en haut, à droite. Et puis derrière, si vous faites un zoom sur le contact de Hertz, que vous voyez comme aspect micro, vous allez voir des aspérités à toutes les échelles. D'accord ? Et ces aspérités sont responsables, justement, de ce que, en matériaux, on va appeler les usures, les endommagements superficiels, etc. Tout arrive par là. Donc, il y a une différence très très importante entre le contact macro et micro, qui est représentée par la figure qui est là, je n'ai pas de marche. Donc, vous voyez que si vous pensez à Hertz, il y a une zone de contact, mais c'est du contact toujours répulsif. Par nature, le contact macro, c'est répulsif. Et quand on passe au micro, la dimension attractive du contact devient importante. Et c'est celle-là qui va nous donner des possibilités, ou qui va nous pousser aussi à étudier, par exemple, ce qu'on appelle les contacts thermiques, les contacts, électriques, l'électricité qui se développe aujourd'hui énormément parce qu'on a besoin de moteurs électriques, etc. Donc il y a beaucoup de connecteurs qui vont intervenir. Ce qu'on avait comme problème tout à l'heure, c'est une problématique de connectique entre. D'accord ? Il faut comprendre pourquoi ça arrive. Okay. Donc voilà, c'est un peu ça, c'était les motivations. Bon, il y a eu des travaux depuis quelques années déjà qui tournent autour de ce sujet-là, où on a traité de manière un peu analytique, théorique. Je citais quelques noms là-bas, comme là, Johnson, etc. Mais ces travaux-là sont très conditionnés par le fait qu'il faut considérer des structures de dimension infime. Et puis en plus, avec une certaine régularité, pas toutes les régularités, donc on ne peut pas, ça s'arrête à un certain moment, ça nous sert comme référence pour comparer certaines de nos solutions qu'on va calculer dans des mondes qui n'est pas explorables par des approches analytiques. D'accord ? Moi, je préfère vous interroger si vous avez des questions par rapport à ce que je dis. Hein. Il ne faut pas le perdre, je ne veux pas vous perdre. Donc, c'est beaucoup trop contraignant ces hypothèses pour garder ça comme approche universelle du contact et aller plus loin dans la physique du contact. Donc, pour ça, il faut aller forcément vers le numérique, vers la modélisation fine et vers le numérique. C'est ça qui motive tout ça. Voilà quelques exemples. Là, on s'intéresse au NEMS, parce qu'il y a des stictions. Les stictions, c'est quoi? Quand vous prenez surtout des coraux type biologique, vous allez mettre, quand vous voyez un boucher, la viande se colle très facilement. Donc, il y a des efforts attractifs. Alors que si elle était raide, rigide, etc., on ne verrait pas ces effets-là. Donc, plus c'est mou, plus c'est attractif. Et donc, du coup, quand vous regardez des mécanismes qui se trouvent dans le corps humain ou autre chose, de végétal, etc., il faut s'intéresser de manière encore plus forte sur l'aspect attractif des forces d'interaction. D'accord ? Et donc, tous les électriques, quand on descend à des dimensions très fines, ce qui se passe comme phénomène physique, c'est que l'aspect surfacique va l'emporter sur l'aspect volumique. D'accord ? Si vous prenez des plaques très très minces qui sont utilisées dans le microprocesseur, c'est ça que vous allez voir. Vous allez voir l'effet de surface et le volume est très très faible. Cette chose-là fait que la structure va se comporter d'une certaine manière et va venir chercher un collage dans certaines conditions. D'accord ? Combien de microscopes on parle à cause de ces problèmes-là. Donc c'est une activité très active, très active dans le monde, et même dans mon laboratoire, je suis le seul qui fait ça. Je crois que dans 3 jours, quand je vais rentrer, on va avoir des journées où on m'a demandé de donner mon avis sur ce qu'il faut développer pour demain et après-demain. Je vais donner quelques temps. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Donc il y a ça. Il y a, je vais sauter un peu, vous voyez, les aspérités qui vont apparaître, plusieurs références. Il y a un paramètre important qui est là, celui qui est en bas à gauche, en bas à droite, pardon. Ça c'est ce qu'on appelle
osciller mou. Et vous voyez la gamme de types de contacts par le graphe qui est juste à la gauche de ce paramètre-là. Ben, plus vous êtes à côté du 0, plus c'est Silver Unix, le casse là-dedans. Et puis, quand vous montez, ce paramètre d'avoir augmente, on va vers de plus en plus mou. Bon, voilà aussi des références. Regardez celles qui sont en vert, c'est celles qu'on a publiées avec un chinois. La soutenu synthèse en 2019. Il y a une partie, et c'est pour ça que j'ai mis Chinois dans co-opérance, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Il y en a d'autres. Alors maintenant, je vais mettre un peu d'équation dans l'affaire. Je vais prendre simplement de l'élasticité macroscopique pour ce qui se trouve à l'intérieur de tout le. On peut faire autre chose. Parce que les équations sont classiques, c'est pas la peine que je passe du temps, l'équilibre, de comportement, de compatibilité, etc. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est la ligne en rouge. Sigma n, je dis que c'est une pression paranormale. D'accord? En fonction de l'interaction entre particules. À chaque point, il va y avoir quelque chose comme ça. Bon, donc, qu'est-ce que ça fait ce modèle N? Il faut que je me donne la pression. Quand on utilise le modèle de Simonini, vous connaissez le modèle de Simonini, c'est non-interpénétration, la densité d'effort est plutôt répulsive, et le produit de la densité d'effort fois le gap entre les deux structures, c'est 0. D'accord? Ça, c'est un système non linéaire et non régulier. Il est représenté par le graphe multivoque que vous voyez à droite. Ça, c'est le modèle de Simonini. Donc, si vous êtes à gauche, il ne se passe rien en termes de distance de DN. Il ne se passe rien, il n'y a pas de pression. Et si vous touchez, tout de suite, ça commence à grimper, mais vous ne savez pas comment ça grimpe parce que c'est un multiplicateur d'avant, donc il vit dans un espace dual et non dans un espace primaire. D'accord? Vous connaissez probablement tous, pour ceux qui ont fait un peu de contact, le graphe de Simonini. On dit qu'il est multivoque, cette difficulté, elle est là. Bien que dans le macroscopique, on a des problèmes de cette nature-là. Et les problèmes de contact, s'ils ne sont pas linéaires, non linéaires, c'est qu'ils ne sont pas des vrais problèmes de contact. Je le dis. Si vous voyez un problème linéaire, ce n'est surtout pas un problème de contact. Bon, donc, Simonini, bon, j'essaie de traiter. D'autres modèles peuvent exister, et ça, c'est des gens qui ont fait de l'expérimental. Le modèle est à voir, qui ont fait des modèles de compliance, c'est-à-dire qu'ils mesurent la pression pour des couples de surface en interaction avec des matériaux différents, etc. Et ils ont mesuré pour énormément de couples de matériaux, et ils voient des comportements type compliance comme ça qui n'ont rien à voir, comme vous le voyez en termes de mesure, à celui de Simonini. Simonini, c'est juste ce graphe-là. Et l'autre, c'est plutôt quelque chose qui commence de manière régulière et qui devient de plus en plus répulsif. Plus vous activez, plus la force va augmenter, elle commence doucement, elle ne vient pas comme Simonini. C'est parce qu'on s'est approché de la physique qu'on a quelque chose de cette nature-là. Donc ça, c'est des modèles de confiance, c'est un modèle de barrières qui sont exponentielles, c'est encore plus raide. Mais celui qui va nous intéresser ici, c'est plutôt celui de l'élargence. L'élargence, c'est le modèle. C'est un des modèles physiques qu'on peut utiliser. Regardez le type de comportement. Vous voyez la partie molle. J'ai toujours des n sur l'axe des x, la distance approche en un point donné. Pour chaque point, on va relever la pression. Mais la pression, vous voyez qu'elle existe toujours. Même si vous êtes très loin, deux atomes qui sont à l'infini par ce modèle-là, s'attirent, mais s'attirent de manière de plus en plus faible. Elle est exponentiellement décroissante pratiquement. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Mais dès que vous passez ce qu'on appelle la distance d'équilibre, le D0 que vous voyez sur le graphe, eh bien, ça devient répulsif. Donc, vous pouvez avoir une transition entre attractivité et répulsivité dans ces zones-là. Et ça crée des instabilités. Et les instabilités, c'est méchant. D'accord? Par ailleurs, je vais vous dire, alors, vous voyez que si j'ai mis, il y
est attractif à longue distance, et puis la répulsivité, l'attractivité, elle est purement physique. Mais la répulsivité, c'est plutôt quelque chose qu'on a homogénéisé. Hein, c'est plutôt. Voilà. C'est pas quelque chose qui a été. C'est comme pour la concurrence, on a mesuré quelque chose de magnétique. Et ça rappelle l'histoire de Feynman. Feynman, il a dit un jour, c'est un type génial, un physicien, mathématicien ingénieur, il a dit dans cet effet, ça croise à peu près, hein, il dit si l'humanité devait disparaître, hein, et qu'on avait à transmettre une seule phrase aux extraterrestres qui vont nous remplacer, ben, il faut leur dire que l'univers est fabriqué de petites particules. Ces petites particules s'attirent même à très longue distance. Et dès que ça commence à s'approcher, ça s'affaiblit, ça augmente l'attractivité, comme vous voyez dans le potentiel. Et puis après, quand ça s'approche trop, et ben ça commence à se repousser de plus en plus violemment. Voilà. Il a dit, et là, pour les humains, il y a quelque chose à en tirer. Voilà à peu près ce qu'a dit Feynman. Bon, c'est un peu pour imaginer tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Bon, alors, moi je suis numéricien, je fais des maths libre aussi, donc je regarde ce potentiel et j'essaie de le caser quelque part. Pourquoi il va me poser des difficultés? Pourquoi il me pose des difficultés? Parce qu'il y a les 5 points que j'ai mentionnés d'abord. D'abord, non linéaire, ça va de soi. Et ensuite, si je regarde bien, le deuxième point, c'est que si jamais dans l'algorithme que vous allez utiliser nécessairement pour résoudre ce problème parce que non linéaire, si jamais pendant les itérations de cet algorithme vous tombez dans le cas qui est en haut à droite, vous n'avez aucune information sur ce qui se passe sur la poste. Alors aussi, c'est pas terrible. Ça pose des problèmes pour le développement de l'algorithme et surtout les algorithmes classiques. Voilà. Donc vous avez ça, et puis par ailleurs, le troisième point, c'est trop raide. Vous voyez que la puissance de la pression, quand elle commence à s'exprimer, c'est le terme en D0 sur Dn à la puissance 9. Et si on va à la dimension nano, ça c'est micro, si on va à la dimension nano, ça devient à la puissance 13. D'accord? Donc on est resté à micro là pour illustrer, mais on a fait des calculs avec le nano. Donc ça devient extraordinairement raide. Et vous savez probablement tous, si vous avez touché aux algorithmes pour résoudre les problèmes non linéaires, que quelle est la meilleure méthode quand on a de la régularité, parce qu'on a une certaine régularité sur les potentiels de dérivés, etc. C'est que Monsieur Newton, qui a créé quelque chose d'extraordinaire, la méthode de Newton, l'algorithme de Newton, qui est quadratique en convergence et pour laquelle Cédric Villani a dit quand on voit ce qu'a fait Newton, on voit bien que les mathématiques pures et les mathématiques appliquées sont très proches. Donc il a fait ça pour résoudre ces problèmes d'interaction entre les planètes, etc. Voilà. Okay. Donc il y a aussi cette raideur très très forte. Hein. Ensuite, regardez bien ce qui se passe entre le D0. D0, si vous regardez le potentiel, si vous mettez le D0, vous allez trouver D0 comme pression. Donc vous allez changer de moins à plus en passant par un 0. Et cette zone-là, à l'échelle micro, à l'échelle nano, elle est nanométrique. D'accord? Elle est nanométrique, des 0. Et c'est ça qui conditionne tout ce qui va se passer entre matériaux mou, interface moins, etc. Et donc, changer aussi d'une situation à une autre, c'est une autre raison d'instabilité. Ok. Donc, il faut trouver ces zones-là. Ça devient, c'est très, très, très localisé et c'est très, très important. Donc, il faut mettre les moyens pour détecter ces zones-là. Vous ne pouvez pas prendre une petite éprouvette comme ça et commencer à mailler, raffiner par adaptativité ou ce que vous voulez comme raffinement classique de maillage. Vous n'y arriverez jamais, vous allez générer un nombre d'éléments beaucoup trop grand pour toutes les machines qui existent. D'accord? Donc il faut travailler différemment et utiliser l'intelligence humaine. Voilà. Je termine par dire que le potentiel est bon convexe et ça rejoint aussi les difficultés. Voilà les 5 choses qu'il faut. Je vais vous dire comment on a procédé pour
dépasser ça. Parce que quand j'ai fait ça, je peux exprimer mon problème, j'ai mis mon potentiel, et après j'utilise mon algorithme et j'y vais. Hein. Alors comment on va faire? Tout d'abord, pour éviter de tomber dans un no man's land, vous savez, le carré à droite en haut, qu'un point d'itération tombe là, un seul point de contact tombe là, l'algorithme s'arrête. D'accord? C'est pas dire ce qui est la distance. Eh bien, on va utiliser le macro, passer par le macro. Vous voyez que j'ai mis une barrière de Signorini à partir d'un certain seuil. Je garde Lennard Jones sur une partie et je mets Signorini comme barrière pour éviter de. Ça, je sais traiter. Ce problème-là, je sais le traiter. Et donc, mon modèle qui était donné par un seul potentiel qui est donné, explicitement, il va devenir une partition de modèle. Une partition musicale, qu'elle soit musicale ou autre. C'est une partition de modèle, celui de droit. Une partie qui est type Signorini et une partie type Lennard Jones. Mais cette partie, il faut savoir la contrôler parce que j'ai envie de converger vers la solution de Lennard Jones et non pas du modèle que je viens de montrer. Il faut donc que je construise progressivement des choses qui vont avancer vers le modèle de. Je fais quoi? Non pas de l'approximation de la solution de mon problème, mais de l'approximation de mon modèle en lui-même. D'accord? Eh bien, il y a une autre alternative à ça, c'est celle-là. Pareil, je garde une partie, je place mon état, l'état que vous voyez apparaître qui est entouré, j'appelle l'état de changement de modèle, parce que c'est entre le modèle à gauche de Lennard Jones et celui par lequel je vais l'approcher à droite. D'accord? C'est un chiffre. Il y a des travaux déjà que j'avais fait depuis 2003, où j'ai parlé de ce genre de choses-là, mais pour les compliances. On continue là-dessus. Maintenant, comment ajuster? Voilà le modèle. Si je prends Signorini, vous voyez que maintenant, la pression qui est donnée par Lennard Jones, Signorini, avec un shift, c'est un champ du signe, S-θ, avec S-θ, c'est 1 R moins de la quantité comme ça, de Signorini, quoi. Ça dépend d'un signe. Elle vaut 1 si je suis à droite, et elle vaut 0 si je suis à gauche. Donc, de l'état lui-même, voilà. Champ état lui-même. Champ, quand je dis champ, c'est-à-dire sur la surface de contact potentiel, en tout point, je regarde quelque chose comme ça. Et je balaye tous ces points. Ok? Et puis pour l'autre, c'est plutôt de la linéarisation en ce champ état, en tout point de ce champ état. Et ça me donne encore quelque chose de plus lisse. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que où est-ce que je mets cet état-là? L'état, il faut que je le cherche, il faut que je le trouve. Et c'est comme ça qu'on va faire. Eh bien, on va montrer que, en procédant comme c'est écrit à droite, à gauche, en procédant comme ça, en initialisant par un champ état donné à 0, on va calculer quelque chose. Il me voit, par exemple, avec la partition entre Lennard Jones et Signorini. Je vais trouver une solution, et cette solution-là, je vais regarder point par point si elle a violé Lennard Jones ou pas. Dans tout point où elle viole, je projette la pression que j'ai obtenue sur le modèle de Lennard Jones. Et j'obtiens un nouvel état. D'accord? Et puis, pareil, pour l'autre, on fait la même chose. Bon, donc, oui, j'ai de quoi parler. Et ça se résout. Non seulement ça se résout, mais je montre que ça, c'est convergent. Moyennant une petite hypothèse physique rationnelle, qui est acceptable, à savoir que les forces de contact locales ne peuvent pas devenir infinies. Pour quelle raison ça va devenir infini avec le potentiel comme ça? Voilà. Je dis toutes les hypothèses, on arrive à montrer que c'est convergent. Bon.
Donc maintenant, on est rassuré, on a un algorithme qui va marcher pour quelque chose comme ça. Eh bien, il reste quelques questions. Trouver des points critiques, parce qu'on ne va pas avancer sur tout, c'est-à-dire le changement entre attractivité et possibilité, c'est qu'ils sont très très localisés, il faut les trouver pour mettre des patchs marocains, comme je viens de parler, très très fins à cet endroit-là, mais après je reste aussi. Et puis, comment coupler ces modèles-là, etc. Et c'est ça qui va m'amener à introduire le cadre marocain. Le cadre marocain, c'est ça. Je l'ai pris pour un cas modèle comme ça. Supposons que j'ai une structure rouge, que vous voyez là-bas, un maillet grossièrement, ça c'est l'aspect grossier, le modèle rosé. Et puis à l'intérieur de ça, je mets un défaut, le zigzag que vous voyez là. D'accord? Ça, si vous raffinez le modèle élément fini pour aller vers ça, vous allez perdre complètement en nombre de liberté. C'est pas optimal du tout, ça ne peut pas converger, etc. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, en multi-échelle, pensez à différentes échelles. Vous allez voir que ça va être plus important que de dire je vais isoler cette zone critique autour où il se passe des choses à une échelle petite, hein, relativement petite par rapport à l'autre. C'est l'ellipse que vous voyez avec deux zones. Il y a une zone qui va servir au couplage où les modèles peuvent être accordés l'un avec l'autre, et la zone fine où le modèle grossier ne peut pas reproduire cette réalité fine, où il n'y a pas de couplage. Voilà. C'est donc il y a beaucoup de choses qui ont été publiées là-dessus, et cette approche-là, c'est celle qui est utilisée. Je rapporte les papiers portant sur un alors, quelques mots sur maintenant quand on a des aspérités. Je vais aller vite. Je prends tout ça. L'aspérité, je la prends comme une perturbation visible dans un premier temps. Hein. Dans ces thèse qu'on fait avec Laurent Lecourt-Blanche, qui est en train d'être rédigé. Hein. Et puis, en fait, on va faire de l'appariement entre surfaces moyennes d'abord, et on introduit les aspérités comme des perturbations de ces surfaces moyennes, qui vont donner un gap qui tient compte d'une certaine manière approchée des aspérités. Ok? Et puis après, voilà, c'est comme c'est raconté ici, on projette, puis on corrige, puis on a le gap, et ça nous permet de traiter notre problème de contact approché, utilisant les aspérités sur les différentes faces d'interface de couplage. Bon, ça, je ne vais pas. C'est comme ça qu'on discrédite un élément fini par la suite, et puis après, on gère les choses aussi dans notre algorithme qui s'est avéré magique, vraiment magique, l'algorithme que je vous ai montré pour la convergence ces partitions de modèles de contact. Eh bien, il était tellement magique que quand je l'ai appliqué en cadre macroscopique, il marche beaucoup mieux que n'importe quel algorithme que j'ai manipulé. Ça fait depuis quand j'ai commencé à enseigner à Centrale, j'ai travaillé sur le contact immédiatement. On m'a mis sur le contact. Voilà. Donc voilà, j'avais presque 40 ans, je sais ce de quoi je parle. C'est mieux en utilisant cet algorithme que tous les algorithmes qui existent dans nombre d'itérations. Hein. Et puis ça colle, la solution converge sur cette solution qu'on connaît analytiquement dans ça. Regardez ce qui se passe aussi quand on va prendre ce qu'on appelle le problème de Boussinesq. Boussinesq, tout le monde sait que au niveau de l'arête, quand vous mettez un obstacle raide sur un plan, au niveau de l'arête de l'obstacle, vous allez avoir une singularité. Hein. C'est comme la fissure. Hein. Et pour cause, je vous ai montré la solution qu'on obtient en utilisant les choses classiques. Le Signorini ou les algorithmes qui vont avec. On voit bien qu'il y a, quand on raffine suffisamment, sur la partie donc, à droite en haut, on voit qu'on a une très forte concentration de contraintes. Par contre, en utilisant les Narjones, qui est beaucoup plus physique, il n'y a plus de singularité. Et c'est normal, et
l'utilisation de ces modèles-là qui n'est pas appropriée. Les problèmes qui sont traités par quelque chose comme la fissuration aussi, hein, quand on la traite en fragile, moi j'ai remis en cause et je demande à toute la communauté, non, il ne faut pas utiliser ça. Au fond de la fissure, il ne faut pas recourir aux concentrations de contraintes, etc. Non, non, c'est infini, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que la contrainte ne peut pas devenir infinie. Par contre, ça peut rester utile pour certaines analyses qui se passent un peu d'approximation locale. Si c'est le cas, il ne faut pas se priver. Bon, voilà. Et puis, après, je suis passé à la fractalité. Vous voyez, la fractalité, c'est comme les montagnes. Quand vous regardez les montagnes bien, vous voyez qu'il y a des motifs qui se répètent. C'est-à-dire, vous commencez par une bosse comme ça. Et puis, si vous raffinez, vous regardez, vous allez retrouver deux bosses. C'est une forme de sinistre comme vous la voyez ici. F de X, vous voyez, c'est AN de pi sur le lambda N. Le lambda N, la longueur d'onde va devenir petite, de plus en plus N plus grand, plus la longueur d'onde va devenir petite. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut traiter, parce que ça existe dans la nature, ça se présente sur les matériaux. Et bon, voilà, je vais vous montrer quelques résultats. Vous voyez, ça, c'est un micromètre. Et on a raffiné pour trouver les détails là-bas, parce que c'est très important pour le thermique et l'électrique. Par où passe l'électricité, elle passera par cet endroit-là. Où vont se passer les endommagements de nos matériaux, c'est vraiment ces points-là, les points les plus sollicités, les points les plus. Et où va se passer la stiction? La stiction, c'est dans vos portables. Hein. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que quand vous tournez comme ça, l'écran tourne? Parce qu'il y a quelque chose de très très fin qui agit, qui va établir le contact, ou libérer le contact. Et ça rejoint ça. Ça rejoint cette problématique-là. Donc, si on veut faire de la technologie, il faut comprendre ce genre de choses et les maîtriser. On ne se contente pas de jouer comme un enfant à regarder ça. Pourquoi ça tourne, pourquoi ça tourne pas. Il y a une problématique de connexion. Voilà. Bon, après, je vous montre ça rapidement. Parce que là, on est passé au périodique, c'est très important. Et puis, vous voyez la fatalité d'un lien avec le sinus, puis après, cela, et puis vous continuez de monter en N égale 2, vous voyez que ça oscille autour de toutes les grosses formes. Et vous continuez comme ça, vous allez voir autre chose. Voilà des pressions et des approches qu'on a calculées pour N égale 0, N égale 1 et N égale 2, et ça avec des performances remarquables pour le nombre de libertés. Voici des représentations des champs. Une chose que je vais dire là maintenant, tout ce que je vous ai dit, n'a pas tenu compte de l'aspect non local du contact. Parce que j'ai regardé les distances entre surface et margosités. Je vous montre cet exemple-là parce que pour la fissuration, il y a plus de 10 ans, on a su faire avec Arlequin la chose où on tient compte de la non-localité, de l'attractivité entre atomes. Et je vous montre juste un résultat. Il n'y avait pas que ça dans cette étude-là, parce qu'on l'a faite avec l'équipe de Oden à Austin. J'étais invité chez lui spécialement pour parler d'Arlequin, pour faire traiter ce jour-là. Mais on est arrivé à faire l'affaire. Voilà ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, il y a une fissure. La fissure, éminemment, physiquement, singularité, non, il y a quelque chose. Et pourquoi pas une représentation atomistique maintenant quand c'est là? Eh bien, on fait de l'atomistique, mais dans un patch local, très très localisé. Et si on veut être performant, il faut contrôler une quantité d'intérêt pour nous. La quantité d'intérêt pour nous dans cette chose-là, c'est l'ouverture de la fissure au milieu, parce qu'elle a un sens macro. Donc, on va contrôler la précision là-dedans. Et on va faire des itérations en cherchant la taille minimale du patch, parce que c'est lui qui va consommer énormément de liberté. D'accord? Donc il faut le rendre minimal. On part d'un patch. Regardez de quoi on est parti. On est parti pour. Voilà. On est parti de la figure qui est à droite en haut, où on a mis un petit patch. D'accord? On a fait un calcul et on a regardé d'abord la solution exacte avec l'atomistique partout, et puis ensuite, en bas, dans
l'erreur, en minimisant l'erreur sur la quantité d'intérêt. D'accord? Et vous voyez l'évolution du patch. Ce petit carré au début, il va chercher à minimiser la distance, enfin, sur la quantité de contact, d'intérêt. Et on a convergé sur un patch qui n'est pas si gros que ça, mais il est trouvé en contrôlant quelque chose qui nous intéresse. Ça, c'est important. Autre chose que je veux dire, dans la zone de couplage, Harlequin a quelque chose de très très important, c'est qu'il couple en volume. Il ne couple pas en surface, comme on fait dans la mécanique des milieux continus ou pour la décomposition de domaine classique. D'accord? C'est en volume. Et le volume est nécessaire. Si vous voulez faire du vrai multi-échelle, vous ne pouvez pas échapper au volume, ça n'a aucun sens. Voilà, typiquement, c'est ce genre de problème. Voilà. Donc, il faut faire ça, il faut du volume, et il faut aussi essayer de trouver l'homogénéité du problème fin, donc le plus fin, avec le modèle grossier. Dans la zone de couplage seulement. Donc vous ne couplez pas directement les éléments finis avec les atomes, vous couplez l'homogénéité des éléments finis sur les atomes. Voilà. C'est ça qui fait que ça marche. Bon, je vais sauter ça. Là, je vais te montrer ce sont des figures. Je suis désolé pour ce temps. J'ai fait pour l'expo. Bon, donc c'était autour de la fabrication additive. Hein. Imaginez que vous voulez construire la tour Eiffel avec fabrication additive. Bon, là j'ai pris un petit bout pour la plaisanterie. On a publié un papier, j'ai mentionné là-bas, on j'y un peu un théâtre. Si vous êtes intéressé, regardez ce qu'on a fait sur la fabrication additive. Mais dans cette partie-là, on cherchait aussi de la performance de nos. Parce que voilà, c'est monstrueux si vous continuez à ne pas chercher de la performance tout le temps. Et bien voilà, là je vais arriver à quelque chose qui rejoint ce qu'a dit Magid. On a testé quelque chose qui va garder l'essentiel d'Harlequin, c'est-à-dire son couplage en volume, mais qui va faire des itérations que j'appelle de dialogue entre échelles dans une zone de dialogue approprié. D'accord? Voilà la négociation. Ce sont deux modèles, deux échelles différentes. Il faut qu'ils trouvent une plage sur laquelle ils peuvent échanger. C'est pour ça, quand on nous parle de pays arabes, des occidentaux, etc., ces gens-là doivent apprendre à communiquer entre eux et savoir de quoi on parle. Et c'est chiffré. Les humains, c'est plus compliqué, complexe évidemment que la matière. Et la matière nous apprend quelque chose. On sait ça. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. L'idée, c'est ça. On garde l'aspect volumique d'Harlequin, plutôt que de résoudre un problème monolithique, qui ici, le problème était linéaire, on inverse un système, et puis c'est tout. On met les opérateurs Harlequin, on met la cécité linéaire, c'est un système inversé, défini sur le page, de trouver. Bon, c'est pas grave. Remplacer ça par je vais faire, c'est pour ça que j'ai appelé ça aussi dialogue entre codes maintenant, c'est pour parler technologie, dialogue entre codes. Il y a des codes macro, comme vous savez, comme Nastran, Abacus, comme Codaster, comme etc. Ça, c'est des codes macro. Mais ces codes-là, ils ne pourront jamais calculer un avion complet en allant chercher ce qui se passe dans un bout d'aile, je ne sais pas quoi, où il y a une petite fissuration à l'échelle atomistique. Qui utilisent 1000 soleils pour avoir de l'énergie, on n'a pas suffisamment d'énergie pour ça, et on parle d'énergie de cerveau. L'intelligence nous permet de justement sauvegarder de l'énergie, être dans des systèmes de calcul. J'ai proposé dans mon blog que je préside au laboratoire, interaction, etc., d'introduire de la conception en tenant compte du minimum d'énergie, y compris le temps de calcul, évidemment, sur des machines parallèles à 300 000 cœurs. Il faut compter ça. Je l'ai dit il y a 3 ans. Quand on montait notre laboratoire, quand on est arrivé là, la dernière réunion qu'on a eue dans le groupe, qu'est-ce qu'on nous a dit? On est invité maintenant à compter le coût de temps calcul. L'intégrer dans nos optimisations. Je ne peux pas dire que j'ai optimisé quand j'ai utilisé 300 milliards de watts à l'heure, je ne sais pas quoi, ça, non, je n'ai pas optimisé. Il faut que j'intègre cette énergie parmi les autres. Il n'y a pas que la minimisation de l'énergie potentielle. Voilà.
les mettre 300 000 sous-domaines à complète. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Pour les thérapeutes, faire travailler les codes entre eux, c'est facile. Eh bien, vous prenez le code à l'accueil sous ce que vous voulez, raster, il va vous faire un calcul. Vous délimitez la zone d'intérêt. Vous prenez vous savez que vous êtes dans un problème multi-échelle aussi. Vous prenez le couplage volumique, vous prenez la solution en déplacement. Prenons que c'est un problème de déplacement primal qui est traité par le code. Vous avez des déplacements dans cette région-là, vous l'envoyez comme contrainte pour le problème local raffiné. Et couplé en volume sur la couronne verte que vous voyez là, voilà, celui qui contient le défaut, c'est là que vous avez votre modèle critique. Mais vous l'alimentez par quelque chose qui est une information qui vient du macro, de code macro. Vous allez avoir une solution. De cette solution, vous tirez des contraintes. Vous avez la cinématique contrainte. Cinématiquement, elle va vous restituer par le couplage arlequin en énergie. Elle va vous restituer un champ qui est représentant des efforts qui sont responsables de ce collège-là. Allez imposer le U macro sur la zone verte au U micro dans la même zone verte. D'accord? Vous allez reculer, et cette force-là, vous allez la prendre et vous la rajoutez pour corriger ce que vous avez calculé comme force dans la zone verte pour le modèle macro. Donc le modèle macro, n'a qu'à prendre ces forces-là, c'est facile à faire, et puis il recalcule une solution, il va renvoyer de nouvelles forces, vous l'envoyez de l'autre côté jusqu'à convergence. Quand ça converge, vous avez votre solution. Et vous avez utilisé, mis en collaboration un code généraliste, plus généraliste que les politiciens, parce qu'ils veulent traiter tout. C'est plus compliqué, mais je respecte tout. Mais bon, mais il faut être conscient de ce genre de choses-là. Il y a des moyens intelligents qui peuvent faire fonctionner les gens à condition qu'ils s'accordent sur certaines choses. Et c'est sur les choses où ils s'accordent qu'il faut les accorder. Il faut les lier. D'accord? Et on va leur demander progressivement d'améliorer un petit peu de chacun son côté pour que le couplage se fasse bien. Voilà, donc j'ai presque terminé. Voilà, je vais vous montrer juste deux petits résultats frais qui sont arrivés sur ce. C'est que, voilà, un cas simple qu'on peut traiter sans couplage de volume, mais le volume, c'est nécessaire dans ce cas-là. Parce que, vous voyez, le patch est trop coloré, il contient quelques trous, il contient une singularité, et on a fait quelque chose comme ça. Et sur l'algorithme, il y a différentes versions, et pour le nombre d'itérations, il peut tomber facilement jusqu'à 8 itérations pour le nombre de degrés de liberté qu'il y a là-bas. Et puis voilà, un couplage en plus proche de ce que je veux, c'est-à-dire qu'on introduit un défaut dans une zone critique, comme je vous ai montré tout à l'heure, et on prend un modèle atomistique. Là, c'est un D pour les premières. Je suis sûr, comme on a traité la fissuration en 2D, et bien mon travail, on va y arriver. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Merci. Excellente présentation du professeur Paris-Saclay. Donc, des vues de regard pour les contrepoints. Une seule question. Merci bien pour cette très belle présentation. Je m'appelle Mohamed Soda, donc je suis de LMI de l'INIT. Vous avez traité un problème dont les hypothèses au début, aux frontières, vous avez mis le champ de déplacement U est nul, 0. C'est-à-dire un problème quasi statique. Dans le contexte, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'aux frontières, vous avez écrit la divergence de l'école, mais aux frontières. Ma question est, je m'excuse. Je crois que je voudrais dire, j'anticipe peut-être, c'est-à-dire qu'il y a une surface. Oui. Je mets des conditions limites classiques. Ma question, juste tout simplement, c'est que si le champ de déplacement aux frontières est non nul,
c'est-à-dire il y aura une composante tangentielle qui s'ajoute aux contraintes normales. Et peut-être, est-ce que ça ne peut pas engendrer une sorte d'instabilité parce que c'est un problème réel de frottement? Alors, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui va changer si on peut mettre... D'ailleurs, quand je mets U0, juste pour simplifier, je prends c'est-à-dire la composante normale et tangentielle, ou U1 ou U2, parce que c'est classique, c'est U1 et U2 qui sont nuls. On peut les projeter pour avoir UN qui est nul et U tangentielle qui est nul. Mais ça n'affecte absolument en rien ce qui se passe, ce que j'ai fait pour la partie où, pour le moment, justement, je n'ai regardé que la pression normale. Vous me donnez l'occasion peut-être de clarifier quelque chose, de rajouter quelque chose. C'est que mon souhait maintenant, parce qu'on sait traiter le non local, c'est d'aller pour le contact en rentrant à l'intérieur de la matière et faire du non local. Parce que le frottement et les contacts, à ce moment-là, se mélangent. Et je ne comprends plus, moi, aujourd'hui, ce qu'est le frottement quand on rentre à l'intérieur du volume. Vous voyez ce que je veux dire? Les atomes interagissent même à l'intérieur. Bon, donc il doit, avec évidemment des forces qui décroissent quand on rentre, mais on va avoir les forces atomicites. Et on compose avec plutôt que continuer comme Léonard de Vinci a déjà fait, il y a 5 siècles. D'accord. Donc on a des moyens, Mais merci pour la question qui m'a donné l'occasion d'éclairer précisément. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Schmibeldia, qui est professeur à Centrale Supérieure. Merci pour le déplacement, merci pour la présentation. Et en souvenir, on donne cette prestation. Merci encore une fois.